pour un programme économique avec le Fonds monétaire international. Dans cette édition du 20h, question, le Congo doit-il redouter ce programme économique? S'agit-il d'un programme d'ajustement structurel? Les Congolais vont réagir dans cette édition du 20h. Les experts, mais également quelques nouvelles venant du palais présidentiel. Dans cette édition, également des bonnes nouvelles dans le cadre de la lutte contre le sida. Dans le continent africain, des bons chiffres qui viennent de la grande conférence des chercheurs du côté de la France. 6000 chercheurs étaient rassemblés pour observer que de nouvelles infections ont diminué en Afrique de 2,1 millions de nouvelles infections en 2015. L'Afrique en 2016 pointe 1,8 millions de nouvelles infections avec des chiffres également en baisse pour ce qui est des décès. Et du coup, des bons points avec également des nouveaux traitements qui sont préconisés. Dans cette édition également, des bons points du dialogue interreligieux. L'exemple qui vient des jeunes de 10 régions du Cameroun qui se sont rassemblés au siège de la conférence épiscopale nationale du Cameroun aujourd'hui pour parler de dialogue interreligieux, chrétiens et musulmans, main dans la main, justement parce que le dialogue interreligieux pourrait être un accent et un élément fondamental pour la paix, le développement, mais également le vivre ensemble. Mesdames et messieurs, pour la vitrine de cette édition du 20h. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Dans l'actualité, le président de la République, le président Paul Biya, a signé un décret aujourd'hui annonçant pratiquement 2 jours de deuil national, demain vendredi et samedi, en hommage aux victimes de cette catastrophe maritime, le bateau du bataillon intervention rapide, le Moudemba, qui a chaviré il y a de cela quelques jours, le 16 juillet dernier. Les drapeaux, selon le président Paul Biya, seront en Berne, au Cameroun, et dans les représentations diplomatiques. Et pour rendre hommage à ces éléments du bataillon d'intervention rapide, 34 au total qui ont perdu la vie sur les 37 que transportait ce bateau. Une cérémonie est programmée demain à Douala. Elle sera présidée par le ministre délégué à la présidence en charge de la défense, Joseph Betty Assomo. Dans le littoral, justement, et le département du Mungo, on parle encore des trafics, des stupéfiants, du cannabis et autres qui ont pignon sur eux depuis un certain temps, malgré le travail abattu par les éléments de la gendarmerie nationale. Quelques paysans, producteurs, devenant même des dealers, sont repérés locaux de la localité de Baré-Bakem. Les éléments de la gendarmerie nationale viennent de mettre la main sur un dealer, Harley Desbois-Ndébé. J'ai payé ça pour consommer. Comment on appelle ça? Va le nom de ça. La cargaison record est inédite. Du chanvre indien saisi par la brigade de gendarmerie de Baré-Bakem. Le détenteur faisait l'objet d'une recherche sur la base d'informations sécuritaires précises et de données recueillies auprès des populations. Les premiers éléments ont donc permis l'arrestation de cet individu de 48 ans alors qu'il s'apprêtait à écouler le produit. On nous a informé à travers n'est-ce pas, au téléphone que la personne est sur place. Nous avons effectué une descente et effectivement nous avons trouvé la personne et nous avons constaté qu'il était en train déjà effectivement de préparer le produit en question. Une perquisition dans son domicile permet de retrouver une arme de traite. C'est une arme artisanale. Elle est encore en utilisation. L'opération a été menée sous la diligence de Madame le sous-préfet de l'arrondissement. Nous sommes sans ignorer les conséquences sur le plan de la santé des populations. J'interpelle donc les populations à comprendre qu'il s'agit d'un acte dangereux, qu'elles nous apportent toute la collaboration nécessaire pour pouvoir leur apporter, continuer de jouer notre rôle qui est celle de leur sécurité. Placé en garde à vue à la disposition de l'enquête en cours par les éléments de la brigade de gendarmerie de Baré-Bakem, question d'approfondir les investigations et dévoiler les ramifications de ces réseaux de culture et de vente du chanvre indien dans le Mungo. On apprend des sources bien introduites dans les services du préfet du département de la Sanaga-Maritime que la voie ferrée a finalement été libérée au lieu dit Makondo, arrondissement d'Ongwe, qui a connu un déraillement de train hier soir. 9 wagons se sont détachés. Ils transportaient tous des produits pétroliers, du gasoil et du super, avec des pertes énormes. Les travaux ont permis de libérer cette voie ferrée. On parle également des morts enregistrés. Un agent d'une société de gardiennage, Africa Security, Dieudonné Ntebde, revient sur ce déraillement.
Un Camerounais décédé et 6 wagons renversés. C'est le bilan du déraillement du train marchandises qui transportait les produits pétroliers. Ce train de l'entreprise Camrail en provenance de Douala et à destination de Yaoundé, qui a vu ses wagons se détacher de la locomotive, est venu finir sa course à 1 km de la gare voyageurs de Makondo, dans l'arrondissement de Ngwei, région du littoral. Du moins, cette manne tombée du ciel a permis aux riverains de se servir du précieux sésame qui coulait à flot. Informé de la situation et dans l'optique d'éviter les mauvais souvenirs de la catastrophe de Nsam, le préfet du département de la Sanaga-Maritime est descendu sur les lieux de l'accident avec les forces de sécurité pour sécuriser le site. Il attend de tomber à l'assaut. Nous avons des gens sur le terrain, les gendarmes et les militaires, qui vont rester 1 ou 2 jours. Il n'y a pas de problème. Lorsque nous quittions les lieux, les grues étaient toujours attendues pour dégager la voie ferrée. On vous le disait justement, le préfet du département de la Sanaga-Maritime confirme que la voie ferrée a finalement été libérée. Parlons des biens communs, du vivre ensemble, du dialogue interreligieux qui pourrait être également un outil essentiel pour l'autonomisation des jeunes. C'est un peu ce qu'ont évoqué chrétiens, catholiques et musulmans rassemblés au sein de la conférence épiscopale nationale du Cameroun ce jour ici à Yaoundé pour mettre en place les jalons de ce dialogue interreligieux essentiel dans un contexte où le Cameroun est en train de chercher les voies pour prôner de façon durable et efficace le vivre ensemble. Nobéré Bodé. La cohabitation entre les fidèles des différentes confessions religieuses peine à prendre corps dans certains pays. À l'origine, la confusion sociale et certaines tensions des parents sur le choix des mariages interreligieux. Autant de menaces qui peuvent fragiliser le dialogue interreligieux dans un pays comme le Cameroun, où le pluralisme religieux a droit de citer. Conscients des dangers de ce manque de dialogue entre confessions religieuses sur d'autres cieux, les jeunes des 10 régions du Cameroun, toutes chapelles confondues, n'ont pas manqué de se réunir dans ce cadre pieux, avec comme pour principal défi semer la graine de la paix. Ils seront entretenus sur le vivre ensemble si cher à notre pays. Ils seront formés sur la création des emplois et l'autonomie des jeunes. L'autre défi, d'après les organisateurs de ce forum, est de traiter les maux dont souffrent les jeunes. Parmi les plus récurrents, le problème d'emploi, objet des frustrations et autres préjugés. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a demandé que les experts du ministère de la Jeunesse viennent entretenir les jeunes pour leur présenter les opportunités offertes en leur faveur par le gouvernement de la République et ses partenaires, pour qu'ils sentent, pour qu'ils sachent en réalité que beaucoup est fait à leur faveur, mais sans doute n'ont-ils pas l'information. C'est l'occasion pour nous de leur porter l'information pour que, rentrés sur le terrain, ils puissent effectivement informer leur père de ce qui est fait. Avec de telles opportunités, les jeunes caressent déjà le rêve de voir leurs conditions de vie précaires améliorées. Et les jeunes ont certainement bien accueilli ces nouvelles qui viennent de la conférence des chercheurs dans le cadre de la lutte contre le sida qui vient de se tenir en France. Ils étaient 6000 rassemblés. La bonne nouvelle, c'est la mise en place des traitements à longue durée, mais également ces chiffres qui sont en nette régression pour ce qui est de nouvelles contaminations dans le continent africain. En 2015, on parlait de 2,1 millions de nouvelles contaminations. En 2016, désormais, c'est 1,8 million. Une régression qui se manifeste également au niveau des décès, de l'espoir de sortir justement de cette crise du VIH-Sida pour le continent noir. Mélanie Bibanga. Au cours de ce congrès qui a réuni les acteurs de la lutte contre le VIH-Sida, l'on note que pour l'Afrique, il y a eu 2 temps forts. Le premier étant l'annonce des chiffres qui confirment le recul de l'épidémie du sida dans ce continent taxé le plus touché par cette maladie. Les régions de l'Afrique australe et de l'Est, où vivent plus de la moitié des personnes séropositives, enregistrent le plus de progrès. Dans cette partie de l'Afrique, l'on observe un recul des nouvelles infections de 29% et une diminution de 42% des décès liés au sida. En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, les résultats sont également satisfaisants. Les nouvelles infections connaissent un net recul, ainsi que les décès causés par cette épidémie. L'Afrique passe ainsi
de 2,1 millions de personnes nouvellement infectées en 2015 à 1,8 million en 2016. Les 6 000 chercheurs réunis à Paris se frottent les mains du fait que la lutte contre le VIH-Sida avance et surtout avance à pas sûr. Le deuxième moment fort du congrès était justement la présentation d'une étude sud-africaine qui révèle l'existence d'un enfant de Soweto né séropositif et qui a suivi un traitement de 40 semaines dès sa naissance, puis l'a arrêté. 9 ans plus tard, bien que le virus soit toujours présent, mais le corps de l'enfant le contrôle tout seul. Un résultat qui ouvre des pistes de recherche prometteuses, occasionnant ainsi les débuts de ce qu'on appelle les traitements de longue durée d'action, dont les premières études démontrent leur efficacité. Pour ces chercheurs, il s'agira pour cette nouvelle méthode de se faire injecter les médicaments toutes les 8 semaines au lieu des prises de tous les jours. Une méthode qui pourrait être utilisée également comme moyen de prévention pour les populations à risque. Au moment où le Congrès de Paris ferme ses portes, les chercheurs sont tous unanimes sur le fait que la bataille est loin d'être gagnée. Cependant, une chose est sûre, ils se rapprochent de plus en plus de l'objectif. Rappelons que 35 millions de personnes sont mortes du VIH-Sida depuis 1981. On avait bien vu le thème de ces assises de Paris, en finir avec cette pandémie, en finir avec le sida. Parlons économie à présent. Vous l'avez suivi dans les titres à l'entrée de ce journal. Le Congo pourrait aller vers un programme économique avec le Fonds monétaire international. Le rendez-vous capital, c'est le 3 septembre prochain à Washington. Ce rendez-vous pourrait voir signer ces accords annonçant un programme économique. D'ailleurs, les indicateurs semblent aller dans ce sens. Les derniers propos du gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, il y a de cela quelques semaines du côté de N'Djamena, peut également confirmer les inquiétudes ou, on va le dire également, les espoirs de quelques institutions financières du côté du Congo. Doit-on redouter ce retour au Fonds monétaire international au Congo? Pascal Ngarandiaï pour le décryptage. Passant au crible la situation économique et financière difficile que traverse la sous-région Afrique centrale, le chef d'État des pays membres de la CEMAC, réunis en décembre 2016 dernier au sommet de Yaoundé, au Cameroun, avait décidé que chaque pays, chaque État devrait mettre en œuvre des réformes structurelles afin de faire face à la crise. 4 pays, à savoir le Cameroun, le Tchad, le Gabon et la Centrafrique, après négociation, sont entrés en programme avec le Fonds monétaire international FMI. Le Congo-Brazzaville, qui connaît l'une des crises économiques et financières les plus aiguës de son histoire, s'apprête à faire autant en élaborant un ensemble de programmes, des projets, des mesures et des stratégies dans le cadre de la FRPC, Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance. La crise au Congo, elle n'est pas encore perceptible, mais elle suit le contexte international. J'espère que le Fonds monétaire international ne va pas nous apporter une baguette magique. Non, pas du tout. Mais au moins nous accompagner. Que nous sommes asphyxiés, moi je trouve que c'est pas mauvais si on peut recevoir de l'aide de la FMI. C'est à l'appel des États pour régler les problèmes budgétaires et des déséquilibres macroéconomiques que le FMI intervient. Et donc, quand il y a des déséquilibres budgétaires, des déséquilibres macroéconomiques dans un pays, cela emmène le FMI à intervenir. Mais le FMI intervient à la demande plutôt de l'État, des États membres. Tout dépend de la capacité de négociation du pays, de la capacité de préparation du pays en cas d'accord en vue d'un ajustement. Si vous êtes en interne, vous devez savoir que vous avez une population à protéger. Il faut le préserver parce qu'on ne peut pas faire un ajustement sans tenir compte de la situation des populations. Ce n'est pas possible. Parce que qu'on le veut pas, ce sont ces populations-là qui sont au cœur du développement. Ainsi, une bonne exécution du programme sous-entend également respect des engagements pris. Et le rendez-vous annoncé là-bas, c'est le 3 septembre prochain à Washington. Autre indicateur, c'est cette audience accordée par le président Denis Sassou Nguesso à l'ambassadeur de France au Congo. Les deux personnalités ont parlé justement de ce programme économique avec, au sortir de cette audience, l'engagement de la France à soutenir le Congo auprès du Fonds monétaire international pour l'aboutissement justement de ces accords économiques. Sylvestre Messi.
Dans son discours du 14 juillet dernier, l'ambassadeur de France au Congo manifestait la volonté de son pays à voler au secours du Congo pour une meilleure gestion de la crise économique et financière qui frappe les pays membres de la CEMAC. Au cours d'une audience que vient de lui accorder le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, Bertrand Kocheri a réaffirmé l'engagement de son pays. D'une part, de bien mesurer l'engagement et la détermination du Congo sous la présidence du chef de l'État de mener jusqu'à son terme, et pour que ce soit un succès, les négociations avec le Fonds monétaire international, car c'est vrai, la situation économique et financière du pays le rend nécessaire, rend indispensable, et rappeler à cette occasion au chef de l'État que la France appuyait le Congo dans cette démarche. Depuis plus de 2 ans, la baisse des prix internationaux du pétrole fait subir des difficultés considérables à l'économie congolaise, qui s'est fortement contractée en 2016. Le taux de croissance du pays est passé de 6% en 2014 à 1,2% en 2015. Il atteint 2,6% en 2016 avant de rechuter à environ 1% en 2017. Venu s'enquérir de la situation économique réelle du pays, une mission d'enquête du FMI avait entamé les discussions avec les autorités congolaises afin de soutenir un programme de financement. Mais la gestion de la crise financière au Congo n'était pas le seul sujet évoqué entre Denis Sassou Nguesso et Bertrand Kocheri. La situation sécuritaire en République centrafricaine et en Libye a également été abordée. Nous avons également parlé de la République centrafricaine, des problèmes de sécurité en Centrafrique, et le président m'a rappelé la disponibilité qui était la sienne pour accueillir au Congo des éléments de formation pour les forces armées centrafricaines. L'entretien entre le chef de l'État congolais et le diplomate français était également l'occasion d'explorer les possibilités de renforcer la coopération entre la France et la République du Congo. Parlant justement de la crise libyenne, vous le savez, le Haut Comité de l'Union africaine pour la résolution de la crise libyenne est placé sous la coordination de Denis Sassou Nguesso. La France ne cache pas également sa volonté à contribuer pour le retour de la paix en Libye. Emmanuel Macron se positionne déjà dans cette optique-là. Premier succès, le rapprochement des belligérants de la crise libyenne, même si quelques observateurs critiques indiquent que les antécédents entre la France et la Libye ne devraient pas faciliter cette mission d'Emmanuel Macron. Laquelle mission commence quand même à engranger quelques bons points. Salamatou Badian. On le sait, la crise libyenne, le président français Emmanuel Macron en a fait l'une de ses priorités en matière de politique internationale. Il profite encore de son aura sur la scène internationale pour parvenir à convaincre les 2 protagonistes de la crise en Libye de signer une déclaration commune. On a besoin d'une personnalité neutre. En l'occurrence, le président Macron est neutre, même si son pays ne l'est pas. On a besoin également que le médiateur dispose d'un certain nombre de ressources. Le président Macron semble avoir gagné un point en réussissant l'exploit de les réunir et faire agréer un cessez-le-feu et la tenue des élections d'ici 2018. On ne peut rien faire là-bas sans ce général-là. Et comme il est entré dans le jeu, et il semble être dans le cas d'espèce une des personnes les plus engagées, alors il y a peut-être des chances. Pour Emmanuel Macron, la stabilisation de la Libye est indispensable dans la lutte contre le terrorisme et la régulation des flux migratoires. Sauf que l'histoire entre la France et la Libye est loin d'être un conte de fées. La situation qui prévaut actuellement en Libye est en grande partie due aussi aux décisions de la France. Par ailleurs, on a l'impression que la chute du général Muammar Kadhafi en 2011 hante encore le pays. La libération du jeune Kadhafi, cette libération pose un problème. Peut-être va-t-il se trouver, n'est-ce pas, en Libye, une partie de la population désireuse de voir le fils du grand leader monter aux affaires. La tâche s'annonce donc ardue pour le président français Emmanuel Macron, qui se veut des plus optimistes face aussi aux craintes transalpines de l'Italie, ancien colonisateur de la Libye. Rome digère mal cette rencontre des rivaux libyens et met en garde Paris, lui demandant d'éviter les erreurs dramatiques de Sarkozy qui a provoqué des désastres en Libye.
Et tout est pratiquement à refaire du côté de Kidal. Nous sommes au Mali. La nuit d'hier a particulièrement été agitée, marquant ainsi la rupture du cessez-le-feu. Les principaux groupes belligérants sont encore entrés en conflit, sémant un climat de psychose à Kidal, mais des inquiétudes du côté de Bamako. Un malheur ne venant jamais seul. Quelques casques bleus des Nations Unies ont également trouvé la mort en terre malienne. Machuamba. Cessez-le-feu rompu hier à Kidal, au nord du Mali, suite aux violents affrontements entre la coordination des mouvements de l'Azawad et le Gatia, dont les soldats se sont affrontés à l'arme lourde, remettant en question la paix et la quiétude observées ces derniers mois dans la région. Les antagonismes entre le Gatia et la coordination des mouvements de l'Azawad viennent une fois de plus mettre à mal les efforts de paix issus des négociations d'Alger de septembre 2016. Le Gatia rejette les violences sur la CMA, soutenu par certains groupes djihadistes du Nord qui ont attaqué ces positions. Ces combattants ont dû battre en retraite avant de regagner leur quartier général quelques heures plus tard. Ces violences viennent remettre au centre des débats la désunion et les rivalités tribales entre des membres de la tribu des Iforas et le reste de l'Azawad. La région a longtemps été meurtrie et connaît un retard de développement à cause de l'intransigeance de certains, a déclaré un officiel touareg sous le sceau de l'anonymat. Malgré la signature de l'accord de paix d'Alger et sa ratification à Bamako, le comité de suivi tarde à se mettre en place du fait des dissensions entretenues au sein des tribus du Nord, mais surtout l'action néfaste d'Yak Agrali. Ces violences surviennent au moment où le gouvernement malien lance un plan de développement pour le Nord pour un coût global de 3,35 milliards d'euros. Même si 90% du financement reste à trouver, c'est une situation sociale qui inquiète les donateurs, principalement les opérateurs économiques maliens et les bailleurs de fonds en tête desquels l'Union européenne. Ces affrontements de Kidal ont été suivis d'un crash mortel d'hélicoptère à Gao, tuant 2 soldats allemands de la MINUSCA. Un crash accidentel, a déclaré à la presse la porte-parole du gouvernement allemand. Et chez le voisin au Sénégal, ce sont des inquiétudes quant à la poursuite du processus électoral. Problème, la distribution des cartes d'électeurs semble ne pas aller dans le sens du consensus. Jusqu'à présent, 70% de potentiels électeurs ont reçu leur carte électorale malgré les aménagements spéciaux décidés par le président Macky Sall. L'opposition s'interroge, l'opinion publique observe également avec plusieurs points d'interrogation. Monique Nyangono. À quelques jours du scrutin, le retard de livraison des nouvelles cartes d'électeurs empoisonne les derniers moments de la campagne des législatives au Sénégal. La campagne électorale qui s'est ouverte le 9 juillet 2017 s'achève ce vendredi 28 du mois en cours. Parmi les 6,2 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales, selon les autorités, 800 000 cartes n'ont malheureusement pas été confectionnées d'après la Direction générale des élections. À raison de 800 000 documents produits au maximum par jour jusqu'au dernier. Il est donc certain aujourd'hui que les cartes d'environ 500 000 électeurs sénégalais ne seront pas confectionnées d'ici le jour du vote. C'est fermé. Est-ce que c'est normal que ça soit fermé? Ça fait 3 jours que je suis venu ici. À 6 h du matin, dès que je donne mon extrait, on me dit c'est plein. 39 000 cartes qu'on doit recevoir, on n'a que 14 000 disponibles. Donc pourquoi ces 10 000 autres cartes n'ont pas encore été distribuées? En début de semaine, l'ancien président Abdoulaye Wade, ayant pris la tête d'une liste d'opposition pour les législatives de dimanche prochain, a appelé à une marche de réclamation des cartes d'électeurs à Dakar, une zone interdite aux autorités. Mais celui-ci a été interrompu et ses partisans ont été dispersés par les jets de gaz. Par ailleurs, le chef de l'État a saisi le Conseil constitutionnel afin d'autoriser le vote avec une autre pièce d'identité que la carte d'électeur. Si cette proposition est acceptée, les électeurs sans carte pourront malgré tout aller voter ce dimanche. Il est à noter que ces nouvelles cartes d'électeurs, à elles seules, servent en même temps de carte d'identité biométrique et permis de conduire.
C'est un chef rebelle qui était activement recherché en République démocratique du Congo. Son nom de code Cheka, il est accusé d'avoir lancé une campagne de viol massif sur plus d'une centaine de personnes dans 13 villages différents. Il a, comme véritable coup de tonnerre sur ciel clair, décidé lui-même de se rendre entre les mains de la MONUSCO. Il était sous le coup d'un mandat d'arrêt des autorités de la justice militaire du côté du Congo. Karine Okomo. La reddition du chef de guerre Thabo Ntaberi alias Cheka est une victoire pour la mission des Nations Unies au Congo. En effet, le commandant du NDC, l'un des groupes qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo, s'est rendu à la MONUSCO le mercredi 26 juillet 2017 à Moutongo, dans le territoire de Walikale, qui a longtemps été l'un de ses fiefs. Accusé d'avoir lancé une campagne massive de viol en 2013 sur 387 civils, dont 300 femmes, 23 hommes, 55 filles et 9 garçons dans 13 villages, la justice militaire congolaise avait alors émis un mandat d'arrêt contre le chef milicien pour crimes contre l'humanité en 2011 et de sanction du Conseil de sécurité. Thabo Ntaberi, alias Cheka, est également accusé par Human Rights Watch, une organisation des droits de l'homme, d'avoir exécuté des dizaines de civils et de détournement d'alliances. Depuis quelque temps, ce chef de la rébellion avait l'intention de se rendre aux autorités congolaises, mais craignait pour sa sécurité. D'ailleurs, des discussions étaient en cours sur les modalités de sa reddition. Selon les autorités, cette reddition de Cheka est non seulement motivée par un poste au sein de l'armée congolaise, mais surtout par le fait que l'influence du chef rebelle est réduite au sein du NDC depuis près de 3 ans, car son adjoint Gidon a formé une dissidence au sein du mouvement. Toutefois, la MONUSCO tarde encore à remettre le rebelle aux autorités congolaises, le temps de discuter des mesures prises pour assurer sa sécurité en prison en attendant son procès. Retour au Cameroun pour annoncer que c'était aujourd'hui la tenue du conseil de cabinet du mois de juillet à la primature. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour. L'un d'eux portait sur la mise en œuvre des recommandations et résolutions du Forum de la diaspora, mais également la mise en commun des initiatives dans le cadre de la prise en charge des réfugiés qui sont nombreux au Cameroun. Et puis le vivre ensemble était évoqué à EDA, le chef du département de la Sanaga maritime, une initiative piloté par Jean-Ernest Ngale-Bibé-Masséna, le ministre des Enseignements secondaires, natif de ce coin qui a tenu à rencontrer toutes les différentes communautés qui vivent à EDA. On annonce même plusieurs initiatives devant mettre en place des bons mécanismes du vivre ensemble Dieu du NENTEP 2. Dans l'optique de matérialiser l'intégration nationale et le vivre ensemble entre les populations de la ville d'Edea, le ministre Jean-Ernest Masséna Ngale-Bibé, fils de la localité, a rendu visite aux communautés côtières Bassa, à celles de l'ouest, du Grand Nord, du centre sud-est et aux ressortissants des zones dites anglophones. Pour vivre ensemble, il faut d'abord reconnaître l'autre comme son frère, l'aimer tel qu'il est et savoir pardonner et motiver davantage cette joie de vivre avec l'autre. Cela se passera à travers l'éducation commune qui est donnée à tous les enfants, la liberté du culte et le respect de l'autre, bien évidemment. À chaque étape, un chapelet de doléances a été présenté à Jean-Ernest Masséna Ngale-Bibé, ministre des Enseignements secondaires, par ailleurs, et convier les uns et les autres à se joindre à lui pour qu'ensemble, ils puissent trouver des solutions à tous ces problèmes. Tout le monde s'est retrouvé ici au foyer Daniel, n'est-ce pas, en vue de manifester aussi notre joie et dire au ministre que nous sommes d'accord avec lui pour montrer que le vivre ensemble, c'est vraiment en Sanaga maritime. Qu'est-ce que vous allez... Dans toutes ces prises de parole, le ministre Jean-Ernest Masséna Ngale-Bibé a rappelé aux différentes communautés le bien fondé de l'attachement au vivre ensemble, un idéal de paix cher au chef de l'État. Pour montrer à leur hôte que son message n'est pas tombé dans les oreilles des sourds, les responsables des communautés ont convié du 29 au 30 le ministre Jean-Ernest Masséna Ngale-Bibé au stade municipal d'Edea pour un grand rassemblement.
En 2015, au Cameroun, l'instruction des comptes a permis l'élaboration de pas moins de 276 rapports. C'est ce qu'on peut retenir, la présentation justement du rapport de la Chambre des comptes 2015 rendu public aujourd'hui. Plusieurs autres informations essentielles étaient à retenir. Michel Siré-Tchoungui a assisté à cette présentation de rapport. Ils sont venus de tous les secteurs prendre connaissance du contenu de ce rapport d'activité 2015 de la Chambre des comptes de la Cour suprême, document important dans la gestion des comptes au Cameroun. Divisé en plusieurs chapitres, le rapport, sur une base statistique, rend compte des actes pris par la Chambre des comptes dans le cadre du contrôle juridictionnel et des missions extrajuridictionnelles. En 2015, le rapport indique que 12 comptes des comptables publics de l'État sur les 13 attendus au titre de l'exercice 2014 ont été produits au 31 décembre 2015, soit un taux de production de 92,30% contre 100% en 2014 et 2013. Le document fait savoir que l'instruction des comptes a donné lieu à 276 rapports. S'agissant des arrêts rendus, 277 ont été effectués par les sections chargées du contrôle et du jugement des comptes. Contrairement au précédent rapport, celui de 2015 est tout particulier. Il marque en réalité les 10 ans de fonctionnement de la Chambre des comptes. On a essayé de faire le point des comptes qui devaient être produits jusqu'à ces jours. On a essayé de faire le point du travail qui s'est fait au cours de l'année 2015. On a essayé de faire le point sur l'avis que nous donnons sur le projet de loi de règlement ainsi que sur le compte général de l'État qui est produit chaque année. Et puisqu'on parle également du fonctionnement de la Chambre, le rapport met en exergue la gestion des moyens financiers en relevant que la dotation budgétaire de fonctionnement de la juridiction financière a conservé sa tendance baissière observée depuis 6 ans et marquée par une diminution de plus de la moitié, soit 53,93%. La gestion des ressources humaines n'est pas en reste, avec notamment des ateliers de formation des magistrats et des séminaires de formation à l'étranger. Ce journal se referme, l'information se poursuit sur Vision 4. Juste après le générique de fin, vous retrouverez parmi les sujets qu'on va vous proposer la célébration des 69 nouveaux lauréats de l'IAI, l'Institut africain d'informatique. C'était dans l'Oignon. ESSO, moment de joie mais d'apprentissage également. Et n'oubliez pas tout à l'heure à 21h, le rendez-vous de tous les jeudis soirs au cœur du mystère avec Nathan Amougou. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé. Passez une magnifique soirée sur Vision 4. Du gasoil et du super avec des pertes énormes. Les travaux ont permis de libérer cette voie ferrée. On parle également des morts enregistrés. Un agent d'une société de gardiennage, Africa Security, Dieudonné Ntep 2, revient sur ce déraillement. Un Camerounais décédé et 6 wagons renversés. C'est le bilan du déraillement du train marchandises qui transportait les produits pétroliers. Ce train de l'entreprise Camrail en provenance de Douala et à destination de Yaoundé, qui a vu ses wagons se détacher de la locomotive, est venu finir sa course à 1 km de la gare voyageur de Makondo, dans l'arrondissement de Ngwei, région du littoral. Du moins, cette manne tombée du ciel a permis aux riverains de se servir du précieux sésame qui coulait à flot. Informé de la situation et dans l'optique d'éviter les mauvais souvenirs de la catastrophe de Nsam, le préfet du département de la Sanaga-Maritime est descendu sur les lieux de l'accident avec les forces de sécurité pour sécuriser le site. Il attend tomber à la source. Nous avons des gens sur le terrain, les gendarmes et les militaires, qui vont rester 1 ou 2 jours. Il n'y a pas de problème. Lorsque nous quittions les lieux, les grues étaient toujours attendues pour dégager la voie ferrée. On vous le disait justement, le préfet du département de la Sanaga-Maritime confirme que la voie ferrée a finalement été libérée. Parlons des biens communs, du vivre ensemble.
du dialogue interreligieux qui pourrait être également un outil essentiel pour l'autonomisation des jeunes. C'est un peu ce qu'ont évoqué chrétiens, catholiques et musulmans rassemblés au sein de la conférence épiscopale nationale du Cameroun ce jour ici à Yaoundé pour mettre en place les jalons de ce dialogue interreligieux essentiel dans un contexte où le Cameroun est en train de chercher les voies pour prôner de façon durable et efficace le vivre ensemble. Nobéré Bodé. La cohabitation entre les fidèles des différentes confessions religieuses peine à prendre corps dans certains pays. À l'origine, la confusion sociale et certaines... Pour un programme économique avec le Fonds monétaire international. Dans cette édition du 20h, question, le Congo doit-il redouter ce programme économique? S'agit-il d'un programme d'ajustement structurel? Les Congolais vont réagir dans cette édition du 20h. Les experts, mais également quelques nouvelles venant du palais présidentiel. Dans cette édition, également des bonnes nouvelles dans le cadre de la lutte contre le sida. Dans le continent africain, des bons chiffres qui viennent de la grande conférence des chercheurs du côté de la France. 6 000 chercheurs étaient rassemblés pour observer que de nouvelles infections ont diminué en Afrique de 2,1 millions de nouvelles infections en 2015. L'Afrique en 2016 pointe 1,8 millions de nouvelles infections avec des chiffres également en baisse pour ce qui est des décès. Et du coup, des bons points avec également des nouveaux traitements qui sont préconisés. Dans cette édition également, des bons points du dialogue interreligieux. L'exemple qui vient des jeunes de 10 régions du Cameroun qui se sont rassemblés au sein de la conférence épiscopale nationale du Cameroun aujourd'hui pour parler de dialogue interreligieux, chrétiens et musulmans, main dans la main, justement parce que le dialogue interreligieux pourrait être un accent et un élément fondamental pour la paix, le développement, mais également le vivre ensemble. Mesdames et messieurs, pour la vitrine de cette édition du 20h. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Dans l'actualité, le président de la République, le président Paul Biya, a signé un décret aujourd'hui annonçant pratiquement 2 jours de deuil national, demain vendredi et samedi, en hommage aux victimes de cette catastrophe maritime, le bateau du bataillon intervention rapide, le Moudemba, qui a chaviré il y a de cela quelques jours, le 16 juillet dernier. Les drapeaux, selon le président Paul Biya, seront en berne au Cameroun et dans les représentations diplomatiques. Et pour rendre hommage à ces éléments du bataillon d'intervention rapide, 34 au total qui ont perdu la vie sur les 37 que transportait ce bateau. Une cérémonie est programmée demain à Douala. Elle sera présidée par le ministre délégué à la présidence en charge de la défense, Joseph Betty à Somon. Dans le littoral justement... Deux temps forts. Le premier étant l'annonce des chiffres qui confirment le recul de l'épidémie du sida dans ce continent taxé le plus touché par cette maladie. Les régions de l'Afrique australe et de l'Est, où vivent plus de la moitié des personnes séropositives, enregistrent le plus de progrès. Dans cette partie de l'Afrique, l'on observe un recul des nouvelles infections de 29% et une diminution de 42% des décès liés au sida. En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, les résultats sont également satisfaisants. Les nouvelles infections connaissent un net recul, ainsi que les décès causés par cette épidémie. L'Afrique passe ainsi de 2,1 millions de personnes nouvellement infectées en 2015 à 1,8 million en 2016. Les 6 000 chercheurs réunis à Paris se frottent les mains du fait que la lutte contre le VIH-Sida avance et surtout avance à pas sûr. Le deuxième moment fort du congrès était justement la présentation d'une étude sud-africaine qui révèle l'existence d'un enfant de Soweto né séropositif et qui a suivi un traitement de 40 semaines dès sa naissance puis l'a arrêté. 9 ans plus tard, bien que le virus soit toujours présent, mais le corps de l'enfant le contrôle tout seul. Un résultat qui ouvre des pistes de recherche prometteuses, occasionnant ainsi les débuts de ce qu'on appelle les traitements de longue durée d'action, dont les premières études démontrent leur efficacité. Pour ces chercheurs, il s'agira pour cette nouvelle méthode de se faire injecter les médicaments toutes les 8 semaines au lieu des prises de tous les jours. Une méthode qui pourrait être utilisé également comme moyen de prévention pour les populations à risque. Au moment où le Congrès de Paris ferme ses portes, les chercheurs sont tous unanimes sur le fait que la bataille est loin d'être gagnée. Cependant, une chose est sûre, ils se rapprochent de plus en plus de l'objectif. Rappelons que 35 millions de personnes sont mortes du VIH-Sida depuis 1981.
On avait bien vu le thème de ces assises de Paris, en finir avec cette pandémie, en finir avec le sida. Parlons économie à présent. Vous l'avez suivi dans les titres à l'entrée de ce journal. Le Congo pourrait aller vers un programme économique avec le Fonds monétaire international. Le rendez-vous capital, c'est le 3 septembre prochain à Washington. Ce rendez-vous pourrait vous... Attention des parents sur le choix des mariages interreligieux. Autant de menaces qui peuvent fragiliser le dialogue interreligieux dans un pays comme le Cameroun, où le pluralisme religieux a droit de citer. Conscient des dangers de ce manque de dialogue entre confessions religieuses sur d'autres cieux, les jeunes des 10 régions du Cameroun, toutes chapelles confondues, n'ont pas manqué de se réunir dans ce cadre pieux, avec comme pour principal défi, semer la graine de la paix. Ils seront entretenus sur le vivre ensemble si cher à notre pays. Ils seront formés sur la création des emplois et l'autonomie des jeunes. L'autre défi, d'après les organisateurs de ce forum, est de traiter les maux dont souffrent les jeunes. Parmi les plus récurrents, le problème d'emploi, objet des frustrations et autres préjugés. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a demandé que les experts du ministère de la Jeunesse viennent entretenir les jeunes pour leur présenter les opportunités offertes en leur faveur par le gouvernement de la République et ses partenaires, pour qu'ils sentent, pour qu'ils sachent en réalité que beaucoup est fait à leur faveur, mais sans doute n'ont-ils pas l'information. C'est l'occasion pour nous de leur porter l'information pour que, rentrés sur le terrain, ils puissent effectivement informer leur père de ce qui est fait. Avec de telles opportunités, les jeunes caressent déjà le rêve de voir leurs conditions de vie précaires améliorées. Et les jeunes ont certainement bien accueilli ces nouvelles qui viennent de la conférence des chercheurs dans le cadre de la lutte contre le sida qui vient de se tenir en France. Ils étaient 6000 rassemblés. La bonne nouvelle, c'est la mise en place des traitements à longue durée, mais également ces chiffres qui sont en nette régression pour ce qui est de nouvelles contaminations dans le continent africain. En 2015, on parlait de 2,1 millions de nouvelles contaminations. En 2016, désormais, c'est 1,8 million. Une régression qui se manifeste également au niveau des décès, de l'espoir de sortir justement de cette crise du VIH-Sida pour le continent noir. Mélanie Bibanga. Au cours de ce congrès qui a réuni les acteurs de la lutte contre le VIH-Sida, l'on note que pour l'Afrique, il y a eu 2... Département du Mungo, on parle encore des trafics, des stupéfiants, du cannabis et autres qui ont pignon sur eux depuis un certain temps, malgré le travail abattu par les éléments de la gendarmerie nationale. Quelques paysans, producteurs, devenant même des dealers, sont repérés locaux de la localité de Baré-Bakem. Les éléments de la gendarmerie nationale viennent de mettre la main sur un dealer, Arlé Desbois-Ndébé. J'ai payé ça pour consommer. Comment on appelle ça? Voilà le nom de ça. La cargaison record est inédite. Du chanvre indien saisi par la brigade de gendarmerie de Baré et Bakem. Le détenteur faisait l'objet d'une recherche sur la base d'informations sécuritaires précises et des données recueillies auprès des populations. Les premiers éléments ont donc permis l'arrestation de cet individu de 48 ans alors qu'il s'apprêtait à écouler le produit. On nous a informé à travers n'est-ce pas, au téléphone que la personne est sur place. Nous avons effectué une descente et effectivement nous avons trouvé la personne et nous avons constaté qu'il était en train déjà effectivement de préparer le produit en question. Une perquisition dans son domicile permet de retrouver une arme de traite. C'est une arme artisanale. Elle est encore en utilisation. L'opération a été menée sous la diligence de Madame le sous-préfet de l'arrondissement. Nous sommes sans ignorer les conséquences sur le plan de la santé des populations. J'interpelle donc les populations à comprendre qu'il s'agit d'un acte dangereux, qu'elles nous apportent toute la collaboration nécessaire pour pouvoir leur apporter, continuer de jouer notre rôle qui est celle de leur sécurité. Placé en garde à vue à la disposition de l'enquête en cours par les éléments de la brigade de gendarmerie de Baré-Bakem, question d'approfondir les investigations et dévoiler les ramifications de ces réseaux de culture et de vente du chanvre indien dans le Mungo.
On apprend des sources bien introduites dans les services du préfet du département de la Sanaga-Maritime que la voie ferrée a finalement été libérée au lieu dit Makondo, arrondissement d'Ongwe, qui a connu un déraillement de train hier soir. 9 wagons se sont détachés et transportaient tous des produits pétroliers.